bienvenue à Agile en scène. Donc, je me présente, Saïd Ayadi, je suis chez Pluxee. T'as vu qu'il y a Arthur Potier partout? Ah putain, bah pourtant. Tous Arthur aujourd'hui. Ouais, c'est moi, mais. On est une équipe. Il a les dos démesurés. Non, mais du coup, ça m'inquiète sur la suite. On est tous des Arthur. Autant pour moi. Donc, Saïd Ayadi, je suis chez Pluxee en charge de la R&D, donc du développement logiciel pour le global. Pluxee, c'est une entreprise qui est entrée en bourse récemment en février, qui était une filiale de Sodexo, qui fait tout ce qui est engagement et avantages salariés, donc les titres restaurants, les cartes cadeaux, etc. Donc je ne citerai pas nos concurrents. Et donc on est en train de construire une plateforme pour tous ces avantages salariés, pour permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de couvrir, on va dire, nos plus de 30 millions de consommateurs, avec plus de 500 000 clients. Tu vas de l'autre côté, Pierre. Tu vas de l'autre côté, on fait un peu. Commerçants qui font partie de notre. Alors, on est présent dans 31 pays. Ah bah, si ça marche, c'est super. Donc Arthur Potier. Donc moi c'est Pierre, je suis un des associés fondateurs de Anéo et je m'occupe plus particulièrement des sujets de transformation et d'innovation. Et Anéo, c'est un vrai laboratoire depuis 20 ans dans lequel on a expérimenté plein de choses d'un point de vue innovation managériale. Et donc ce que vous allez voir aujourd'hui va vous permettre d'avoir un petit échantillon. Donc là, c'est le vrai Arthur Potier. Alors, du coup, ça m'inquiète, j'espère que sur le reste, il n'y aura pas les petits coquilles. Et voilà, donc coach agile et d'Anéo. Et je travaille avec Saïd depuis maintenant à peu près 1 an et demi sur Pluxee. Et du coup, on va vous raconter ce qu'on a pu expérimenter là-bas depuis. C'est parti. Tu peux. Hop. Alors, transformation digitale. Donc, pour le coup, on a fait une vraie transformation chez Pluxee, puisque la plupart de nos activités sont passées du mode papier au mode digital. Donc, on passe d'un état A à un état B. Pourquoi on fait Parce qu'en fait, si on prend les transformations, les évolutions de l'entreprise, on est plus dans une évolution permanente, une dynamique, plutôt que dans une transformation. On essaie de ne pas passer de l'eau avec la gazeuse. Mais en tous les cas, c'est en perpétuel mouvement. Comment gérer ce perpétuel mouvement? C'est une des problématiques qu'on va essayer d'adresser. Donc au début, on a essayé de mapper l'existant avec les urgences. Donc j'ai fait un mind mapping pour savoir où sont les points de douleur, qu'est-ce qui marche, les sujets où je n'ai pas creusé, donc je ne savais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, ça permettait de focus les équipes sur les sujets qui nous permettent d'avoir des fondamentaux solides. Et à la suite de ça, on a commencé à créer une plateforme. Au début, on avait beaucoup de nos assets digitaux qui étaient délégués à des boîtes externes. Donc on a repris le lead sur notre technologie. Donc on a créé un service tech, une entreprise plus tech avec pas mal de technologies. Donc on a été un peu fashion victime, hein, j'avoue. On a mis du Kubernetes, de l'event driven. En Brésil, ils ont fait de l'hexagonal architecture, je ne savais même pas que ça existe, du kernel. En tous les cas, on a essayé d'être state of the art sur la façon de construire cette plateforme. Et ça a bien marché. Au départ, ça a très bien marché. On était un petit cercle et on a réussi vraiment à diminuer les incidents. On a même eu des statistiques de vélocité qui... J'ai jamais cru que l'agilité arriverait... parfois, on lit c'est x8 de vélocité, x4. On a réussi à avoir une très bonne vélocité. On avait des équipes qui ne délivraient pas. Donc, en reprenant la tech, ça a permis de libérer les énergies. Donc, ça, c'était top. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a structuré pour scaler, donc pour distribuer notre framework un peu partout dans tous nos pays. Donc, on a réaligné les pratiques. Donc, c'est là que Arthur est arrivé. On a fait un Lean Agile Center of Excellence pour être clair sur la façon, les ways of working, la façon dont on veut travailler tous ensemble. Et donc, pareil, ça nous a permis d'avoir une structure avec les mêmes façons de faire, des zones de partage, éviter d'avoir des clans. Et donc, ça aussi, ça a bien marché au départ. Et pour finir, je ne me rappelle plus de la slide, question numéro 4. Voilà, on a réorganisé nos activités avec le produit, donc pour être beaucoup plus product-centrique, on va dire, et être un peu plus focus sur les outcomes. Et donc en mode amélioration continue, etc. Dans la partie, je dirais, gestion des équipes, quand on prend, que ce soit du Scrum ou du Kanban, on fait un focus sur l'équipe, sur les individus. Donc on arrive à améliorer les points de blocage, les points de friction, mais au niveau des équipes. Mais quand on grossit,
on a d'autres problématiques. Donc, pourquoi on s'est appuyé sur Safe? Donc, on a choisi Safe. Bon, alors déjà, il était là avant que j'arrive. Mais il fallait avoir une structure qui nous permette de gérer les interdépendances entre les équipes. Un endroit où on puisse se parler, un endroit où on puisse échanger. À la base, il faut qu'on arrive à mon output, ça va être l'input d'un autre. Donc, comment je fais pour que cette zone de friction diminue? Donc, notre organisation est internationale. Donc, mes équipes sont présentes dans un peu plus de 6 pays et on dessert plus de 31 pays. On a une recherche, bien sûr, d'efficience, un focus sur les outcomes et les process et une agilité à l'échelle puisqu'on emmène tout le monde dans la même direction. En tout cas, c'est l'objectif. Et donc, en construisant cette plateforme, en construisant tous ces modules qu'on a déployés dans tous nos pays, on a commencé à industrialiser notre software engineering. Donc, on est passé de 3 à 18 équipes. Ce qui marchait dans le premier cercle avec, je dirais, des geeks de la tech était compliqué quand on est passé à plus de 18 équipes. Donc, on a essayé de trouver des frameworks qui nous permettent d'avoir de la productivité. Donc, on s'est inspiré, par exemple, d'un papier, je pense que c'est Microsoft et des universités qui s'appelle Space, qui regarde plusieurs axes, le bien-être des individus, la collaboration, le flow, l'efficacité, la communication, comment avoir une expérience développeur, je dirais, plus efficace. Mais quand on faisait ces actions dans les équipes, on avait des résultats. Mais par contre, l'ensemble qui travaille ensemble, les zones de friction et, je dirais, les problématiques ont commencé à s'enchaîner. On avait des équipes qui étaient très efficaces et qui avaient de la famine, donc il y avait des backlogs qui étaient vides. On avait d'autres équipes qui étaient bloquées, qui discutaient avec d'autres pour arriver à trouver la bonne solution. Donc on avait beaucoup de choses qui faisaient que la dynamique commençait à se ralentir. Et donc ça m'a donné une impression de perte de contrôle et que la loupe de feedback existait dans les rétrospectives des équipes, mais qu'une dette organisationnelle se crée. Donc c'était comment dire, un échec, entre guillemets, qui arrivait en face de nous. Donc pour réduire ces zones de friction, pour réduire ces problématiques, on n'a pas la solution. Je préviens, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé des choses, mais en tout cas, ça existera toujours. Il y a une dynamique qui est permanente. Les gens changent, évoluent dans le temps, l'entreprise évolue. On a des nouveaux qui arrivent. On a des gens qui changent d'entreprise. On a cette problématique de dynamique de changement permanent. On peut avoir comment dire, une stratégie solide. On peut se dire, j'ai une vision, mission, roadmap, exécution, valeur, mais à la fin, comment on fait pour engager les gens dans la même direction? Comment on fait qu'à chaque moment qu'on onboard quelqu'un, il sache où on va, pourquoi on le fait? C'est ça le vrai problème. Et ce problème, on peut le résoudre d'un point de vue individuel, d'un point de vue, je dirais, sur une équipe, mais comment le faire dans un groupe? Alors, je ne parle pas du questionnaire une fois par an, désolé pour les DRH ou les RH qui sont là, hein, l'espèce de formulaire en papier mâché, là, en sopalin mouillé, qui nous dit comment ça va dans l'entreprise. Ça arrive une fois, on répond à un questionnaire, on ne sait pas ce qu'ils en font. Alors, il y a une pièce qui sort. Comment on fait pour avoir cette amélioration continue? Donc, c'est ce sujet-là qui nous a intéressés. C'est là où, comment dire, je vais passer le relais à... C'est toi après, je pense. Ouais, c'est bon, c'est le bon moment. Donc, cette solution, comment faire pour emmener tout le monde, engager tout le monde dans la même direction? Merci Saïd. Et encore une fois, merci de t'être prêté à l'expérimentation dans tes équipes. Donc oui, nous, on partage ça. En fait, on appelle ça le syndrome du frein à main. C'est-à-dire que tous les managers de France, et voire même tous les dirigeants que j'ai pu rencontrer, ils ont le sentiment de rouler avec le frein à main à moitié tiré. Je sais qu'il n'y a plus de frein à main dans les voitures électriques. En tout cas, un moteur un peu bridé. Donc, ils ont le sentiment qu'ils sont à la tête d'un patrimoine énorme, mais que ce truc-là, ils n'arrivent pas à le convertir. Alors, on a beau faire des gros programmes de passage à l'agilité, etc. Ce sentiment-là, il faut se regarder dans les yeux, il perdure et il reste. Et effectivement, arriver à mettre le système sous contrôle en permanence et sortir de ces grandes vagues de réorganisation qui arrivent tous les 4 matins et qui génèrent à peu près autant de frustration que d'enthousiasme dans leur lancement. Voilà, ça c'était un peu le point de départ sur lequel on s'est retrouvé chez Anéo. Le deuxième point de départ, c'est de se dire que vous entendez aujourd'hui beaucoup parler d'intelligence artificielle. Il y a même McKinsey qui a sorti quelque chose qui disait que
déployer de l'IA générative chez vous, ça vous permettrait d'obtenir à peu près 40% de productivité. Nous, on pense qu'il y a un autre sujet qui permet d'apporter autant de productivité, c'est en fait de travailler sur le système. C'est-à-dire le système, c'est les gens, les processus qui leur permettent de travailler ensemble et le système d'information qui fait fonctionner tout ça en mettant du digital à l'intérieur. Donc les individus, l'organisation et le système d'information. Et que ce truc-là, c'est un truc incroyable et c'est un levier de productivité énorme qui a deux qualités. Il génère de la productivité, mais en plus, si on s'y prend bien, il peut générer du bien-être pour les gens. Parce que quand vous faites bien fonctionner une organisation, bah, vous réduisez le stress des gens, vous utilisez leur intelligence, donc ils se sentent impliqués, etc. etc. Donc, ce truc-là, là, cette espèce de système, en fait, pour nous, il n'a pas la place qu'il mérite au niveau des directions générales. C'est-à-dire qu'une direction générale, je suis désolé s'il y a des DG dans la salle, mais j'en fais partie, donc je me l'auto-applique, considère l'organisation le jour où ils font une réorg, le jour où ils font une cession d'actifs, et ils délèguent ça à leur DRH, et puis c'est une affaire de nouveaux profils de poste, et puis de sortir des personnes. Voilà. Et ce truc-là, nous, ça fait un certain temps qu'on le regarde en se disant il faut arriver à trouver un moyen de mettre ce truc-là sous contrôle et sous amélioration continue. C'est une espèce de gros système, et de lui redonner la place stratégique qu'il devrait avoir, parce qu'il peut générer de la productivité, de l'innovation et de l'épanouissement de l'humain. Alors, on s'est mis à travailler il y a à peu près 16-18 mois avec, parce que tout à l'heure, il a dit qu'il travaillait avec notre client, mais il travaille aussi avec moi sur des projets. Et donc, on s'est dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a envie de construire et à quelle problématique on a envie de répondre. Donc, la première, je l'ai déjà évoqué, hein, c'est de sortir de ces grandes vagues de transformation répétitives et d'avoir quelque chose qui permette de mettre l'organisation dans son ensemble, pas une équipe ou un département, mais l'organisation dans son ensemble, sous loupe pour pouvoir capter des signaux faibles et faire des ajustements. Le deuxième principe qu'on s'est donné, c'est de s'abstraire des obédiences. Donc les obédiences, vous connaissez bien ce que c'est. Il y a l'agilité, il y a le produit, il y a le lean, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'innovation managériale. Et à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui finalement se résument à tester si telle ou telle pratique est mise en œuvre dans l'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas on va pas vous demander si vous faites de l'intelligence collective, on va vous demander si vous faites du poker planning ou des rétrospectives. Voyez, alors qu'en fait, le rituel n'est là que pour servir une intention, et l'intention, c'est bien que les gens et que l'intelligence collective se déclinent. Sauf que, on mesure la déclinaison des pratiques, mais on ne mesure pas l'atteinte de l'intention réelle qui est derrière la pratique. Et du coup, nous, on voulait quelque chose qui se décolle complètement de ça, en fait, qui nous regarde et qui puisse travailler, on va dire, regarder l'armée, une start-up, tout autant qu'une grande entreprise. Troisième critère, c'était que, ça c'est un peu inscrit dans nos gènes, c'est qu'on voulait quelque chose qui génère, j'aime pas tellement le terme de performance durable, mais en tout cas qui serve autant l'entreprise que les hommes. C'est-à-dire qu'une des grandes problématiques que nous on observe dans les transformations, c'est que la finalité de la transformation, ça reste un gain économique ou un gain de productivité pour l'organisation. Alors qu'en réalité, on devrait avoir l'intérêt de l'entreprise d'un côté et l'intérêt des salariés, et on pourrait même rajouter une troisième bulle qui serait l'intérêt de la planète. Et essayer de trouver des solutions à l'intersection de ce truc-là. Donc servir l'entièreté des parties prenantes et équilibrer la valeur générée, pour nous c'est un point clé parce que ça réduit le change management. En gros, si le truc vous apporte de la valeur, c'est plus facile de vous l'approprier. Et puis sortir des dogmes et accepter la nuance et la diversité, on aurait même pu dire accepter la complexité parce qu'il faut aussi se regarder dans les yeux. Cette espèce de truc là dans lequel il y a des humains, des process, des modalités de rémunération et puis du système d'information, chaque humain, au sens de l'individu, ne va pas le vivre de la même manière. C'est-à-dire que vous avez un affectif qui va bien aimer que son manager fasse beaucoup de choses conviviales, et puis le gars d'à côté qui est moins affectif va dire « mais quelle perte de temps ». Donc ça, cette situation-là, on l'a toute vécue. Donc ça demande de la nuance. Donc quand on a ces gros programmes qui arrivent et qui déploient tout de manière homogène sur l'entièreté de l'organisation, évidemment qu'on a fait une espèce de nivellement vers le bas et qu'on ne tient pas compte de toutes ces nuances. Donc tout ça, c'est des trucs super importants qui finalement, alors je vais utiliser un mot un peu violent, mais pourrissent notre énergie de transformation et font finalement que ça ne fonctionne pas, quoi. En tout cas que ça fonctionne mal, voilà, pour ne pas être absolu dans le commentaire. Donc ça, c'était notre point de départ et ce qu'on s'est mis dans la tête en disant qu'il faut qu'on réfléchisse à un système qui permette de faire ça. En fait. Donc à quoi il ressemble ce système? Tu peux mettre tout. Ouais. Donc en fait, c'est un questionnaire en 12 axes. Alors ces axes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Vous voyez là par exemple l'intelligence collective, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait,
L'intelligence collective, vous l'activez quand vous faites un poker planning, mais vous avez dans toutes les autres obédiences ou méthodes de transformation, en fait, on se rend compte qu'ils cherchent tous à activer l'intelligence collective. Vous prenez des choses moins structurées comme l'entreprise libérée ou la sociocratie, ou ouais, c'est pas la peine de faire des photos, vous allez au stand d'ANEO et vous pouvez le passer, le test. On se rend bien compte que c'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'approches de sociologie des organisations, et qui est instancié avec différents rituels et différentes manières. Et puis parfois, il y a des managers qui simplement demandent à leur équipe « j'ai tel problème, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est tout simple, c'est un geste managérial, c'est de l'intelligence collective. Donc ce qui nous intéresse, encore une fois, ce n'est pas la mise en œuvre de la pratique, c'est ces espèces de fondamentaux. Donc il y en a 12 à date, je précise bien à date parce que tout ce qu'on vous présente là, on a vraiment le sentiment d'être à la moitié du parcours. C'est-à-dire qu'on a autant de travail, d'exploration, de réflexion devant nous qu'on en a derrière nous. Donc il est probable que dans un an, les axes auront évolué, la manière de les mesurer aussi, très probablement. Et d'ailleurs, j'en profite pour redire le message qu'on cherche des endroits d'expérimentation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc ces 12 axes, on ne va pas tous les définir, qui sont en gros regroupés sur 3 axes, sur 3 groupes. Encore, on n'est pas encore certain de la manière d'utiliser ça. Moi, la métaphore que je dis, c'est quand vous êtes une équipe et que vous dites « OK, on va gravir l'Everest », vous avez plutôt intérêt à savoir que c'est l'Everest et quel chemin vous allez prendre, sinon il y a peu de chances que vous arriviez à terme. Ensuite, vous avez intérêt à être très clair dans la cordée, qui fait quoi et machin. Et puis, vous avez intérêt à avoir le bon équipement, parce que si vous y allez en tongs, malgré toute votre énergie, il y a peu de chances que vous y arriviez. Sauf à ce que vous appelez Kylian Jordan ou des choses comme ça. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est la clarté de la stratégie, l'organisation du travail, la place de tout le monde, et puis après le comportement des individus, parce que ça, on l'a aussi tous vécu, c'est un truc très sensible, très particulier. C'est que, et nous on l'a vécu même chez ANEO, on a recruté des gens et on s'est rendu compte après 5 ans qu'il y avait des éléments profonds de socle culturel qu'ils n'avaient pas, d'ADN culturel qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils avaient tellement été moulés dans des organisations. Je vais juste caractériser ça, c'était sur le partage de l'information. Chez nous, le partage de l'information, c'est un truc qui est profond. On donne l'information avant même qu'on nous la demande. Il y a des gens pour qui l'information, c'est un truc très précieux qui leur donne du pouvoir et d'importance. Et du coup, ils ne le partagent pas. Et ça, c'est un socle culturel très profond qui est très compliqué à faire changer. Donc, des axes, et puis évidemment un processus d'idéation pour construire des roadmaps d'amélioration, j'aurais envie de rajouter continue, ça veut dire qu'on ne se contente pas de mesurer, ça c'est le point de départ pour débattre ensemble, où est-ce qu'il y a des problèmes d'intelligence collective, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, et là on a une boîte à outils qui est énorme parce qu'on peut puiser dans l'agilité, mais bien au-delà de l'agilité, pour trouver des solutions à ça. Et là, du coup, il faut sortir de nos dogmes pour se dire, là, il y a un truc tout simple à faire et rentrer dans la nuance et se dire, dans cette équipe-là, cet endroit-là, c'est peut-être pas ce rituel d'agilité qu'il faut mettre, mais peut-être autre chose pour arriver à améliorer l'intelligence collective. Voilà. Et du coup, on a présenté ce travail à l'ami Saïd et qui nous a dit, OK pour tester chez moi. Voilà. Donc, on a choisi 2 équipes pour faire ce test. Donc, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est d'avoir une rétrospective et du feedback, je dirais, d'un point de vue systémique, non pas seulement sur chaque équipe, avec des axes qui sont légèrement différents de ce qu'on va trouver dans l'exécution dans les différentes équipes. Donc, le choix des équipes, ça a été une équipe que je considérais qui marchait très bien, donc dans les outputs et les outcomes, et une autre équipe qui marchait moins bien dans l'exécution, je dirais, qui avait quelques zones de friction. Et ensuite, vous allez voir les résultats. Ce qu'on a fait directement, c'est qu'on allait voir les 2 équipes, et en fait, on leur a expliqué le questionnaire, question par question, et pour qu'ils puissent voter collectivement, que, du coup, on est aussi la matière de leur débat, de quand on leur pose la question de la prise de décision, par rapport à leur vote, qu'est-ce que ça veut dire pour eux dans leur quotidien actuel. Et on a commencé après à restituer, en ayant récupéré auprès de ces 2 équipes, auprès de Saïd et d'autres personnes qu'on considérait comme les leaders de l'équipe, afin d'avoir leur point de vue sur est-ce que c'était pour eux des sujets qu'ils avaient identifiés, qu'ils pensaient être cohérents par rapport aussi à l'endroit où la Pluxee voulait aller dans l'endroit où on est. Et derrière, par rapport à ces retours, on leur a pu leur restituer, parce que nous on a vu les choses qu'on voyait des paradoxes, les questionnements, afin de voir qu'est-ce qu'eux, ils en comprenaient, et surtout quelles sont les actions que même eux, au point de vue local, parce que vous allez voir, il y a automatiquement, quand il y a un endroit qui est marquant pour une équipe, mais pas pour l'autre, on peut se dire que c'est peut-être pas un sujet qui concerne
tout l'endroit, toute l'organisation où on était, mais davantage plus localement l'équipe. Et du coup, qu'est-ce qu'eux, ils voulaient faire, agir, afin d'améliorer leur propre contexte. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire avec les deux équipes. Ouais, tu peux y aller bien, merci. Et ça donnait ça, donc avec ces deux, voilà, c'est comme tu veux. Alors, voilà le résultat du test en fait sur les deux équipes. Alors évidemment, c'est une mise à l'échec qui va être réduite parce qu'on a testé sur deux équipes. Évidemment, je pense que Saïd en parlera tout à l'heure, l'idée c'est de tester sur beaucoup plus d'équipes et du coup de voir des différences et des forces dans des équipes versus d'autres équipes pour éventuellement faire de la porosité, c'est-à-dire du transfert de compétences. Mais ce qui était intéressant pour nous de chercher à valider, c'est déjà si le questionnaire remontait les bonnes choses. C'est la première chose, c'est est-ce qu'on est complètement à côté ou pas. J'ai une anecdote là-dessus, si ça te va. Vas-y. En fait, au moment où on avait récupéré cette matière des deux équipes, comme on a raconté, on expérimente. Et du coup, avec les autres coachs agiles qui n'étaient pas avec nous dans le contexte, on en parlait, on regardait la matière, on se demandait qu'est-ce qui émerge de ces résultats. Et à un moment, moi, j'ai dû partir pour aller justement faire je crois que c'était un délit d'une équipe, donc je pars 15 minutes. Pile au moment où, ça y est, on s'est mis d'accord sur trouver des visuels qui nous parlent. Donc je les laisse pile au moment où interpréter, où est-ce qu'il y a des questionnements qu'ils ont envie de faire. Et quand je suis revenu, ils avaient appuyé à des endroits que moi je trouvais super intéressants, alors qu'eux, ils ne connaissaient pas le contexte comme moi. Et donc c'était quelque chose qui, moi, m'avait fait plaisir, parce que je me disais, on touche du vrai, vu qu'il n'y a même pas besoin du contexte même. Avec ce qui émerge, il y a des questions très puissantes qui sortaient. Donc ça, c'était un petit moment qui nous a fait du bien. Ça a achevé de convaincre le très fameux Arthur Potier, que vous avez tous entendu parler, que finalement il y avait un sillon à creuser dans cette direction-là. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de tout, mais on a highlighté trois éléments qui étaient vraiment importants et qui contextuellement prenaient un peu de la profondeur. Le premier, c'est le constat. C'est le truc complètement à droite, donc c'est tout bête, on demande aux gens est-ce que la stratégie elle est claire, est-ce que vous connaissez votre place dedans, etc. etc. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on est en dessous de 4, c'est-à-dire que c'est relativement faible. D'ailleurs, dans notre processus de prise et de captation de l'information, on pense même qu'on peut l'améliorer pour avoir des notes encore plus précises que celle-ci. Mais là, on voit que dans les deux équipes, et ça correspond finalement du côté de Pluxee à un moment donné où il y a des gens qui sont en train de retravailler le target operating model, c'est-à-dire l'organisation, les équipes sont en attente de ça. Bref, c'est un moment où effectivement, ce n'est pas clair du tout en termes de stratégie et d'organisation, et ça se voit. Donc le premier sujet, c'était celui-ci, et contextuellement, ça se voyait. Et le deuxième, c'était tout ce qui est ici, c'est-à-dire là, c'est process de décision, là, c'est est-ce que c'est une organisation apprenante ou pas, et là, c'est la clarté de l'organisation. On voit que là, on a un décalage entre les deux équipes, qui est complètement explicable selon les gens qui connaissent le contexte. Et là encore, on revoit apparaître finalement des notes assez basses sur la clarté de l'organisation. Et on la connaît tous, ce tropisme-là, puisque on sait que les organisations ont un défaut, c'est leur complexité. Et quand on est dans du matriciel, il y a un moment donné, on est un peu perdu pour savoir comment se raccrocher et comment arbitrer au quotidien. Donc ça ressortait assez nettement sur une équipe et aussi pas une note caracolante sur la deuxième équipe. Et puis, le troisième point. Ouais, je veux bien celui-là, je l'aime bien, il m'a fait sourire quand je l'ai vu, parce qu'on ne l'avait pas anticipé, le fait de voir les corrélations entre deux axes et de se dire quand il y en a un qui est haut et l'autre qui est bas, peut-être qu'en fait ça veut aussi dire quelque chose sur celui qui est haut. Parce que quand on voit que par exemple, l'autonomie, la responsabilité est plutôt bonne, c'est-à-dire que chez Pluxee, il y a ce côté où on nous laisse entreprendre, prendre des risques, et changer et agir. Mais il y a aussi cette limite que si jamais la clarté, la stratégie n'est pas évidente pour tout le monde, du coup, automatiquement, est-ce qu'on est tous en train d'avancer dans la même direction, dans notre manière de prendre notre autonomie et de se responsabiliser. Et donc, c'était ce petit paradoxe. J'ajouterais même une chose sur un des intérêts du questionnaire, c'est que si la clarté de la stratégie, elle n'est pas bonne, ça ne sert à pas grand-chose de travailler sur le reste. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, et c'est bien ça la difficulté en fait. Quand on arrive chez des clients, on lève tous les problèmes et on travaille sur tous les problèmes en même temps, alors qu'en réalité, il y a des problèmes beaucoup plus structurants. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez en bas de la pyramide, hein, si la stratégie n'est pas claire, il y a un moment donné, c'est pas clair, quoi. Ça ne sert à rien d'essayer d'améliorer les choses plus bas. Donc il y a un vrai sujet de mettre de la finesse et de la nuance dans la manière dont on va opérer la résolution des problèmes qui émergent à ce moment-là. Et là, ça nous donne une vision globale qui est assez intéressante et qui est assez unique finalement, de se dire, en regardant bien et en s'appuyant sur l'intelligence collective, les gens qui connaissent, qui ont le contexte, et puis nous qui venons avec du benchmark, des expériences, se dire,
dans cette configuration-là, on va peut-être essayer de prendre des quick wins là pour remonter un peu l'expérience collaborateur qui est trop basse avant de s'attaquer à la stratégie, mais en tout cas de gagner quelques points là, et ensuite de s'attaquer au gros moteur qui est ce truc-là, et d'ignorer le reste, parce qu'il y a un sujet d'exécution derrière, on n'en a pas parlé, mais on réfléchit à toute une modalité d'exécution pour arriver à se focaliser. C'est-à-dire que quand on avance sur trop de sujets à la fois, vous le savez, finalement on avance faiblement. Et donc choisir les bons premiers dominos, on appelle ça comme ça, et se focaliser dessus et pas passer au domino suivant tant que les premiers ne sont pas résolus. Il y a un côté, c'est qu'il y a des personnes que je ne savais pas qui allaient venir aujourd'hui de Pluxee qui sont à la salle, et du coup je serais curieux plus d'aller les voir derrière pour voir ce qu'ils en pensent de ça, ce que ça fait émerger chez eux. Parce que quand on a fait ça, en fait, on s'est concentré sur le leader de l'équipe, mais en même temps, après, quand on aura de la matière plus complète avec plus d'équipes, ça sera aussi pour eux un super élément pour se poser des questions sur est-ce que ça valide, quelles étaient leurs hypothèses de base d'amélioration, est-ce que ça semble se confirmer en termes de besoins. Donc ça va être j'ai hâte d'avoir ces échanges avec eux. Alors, si on passe aux prochaines étapes, avant de parler des prochaines étapes, on s'attendait à, je dirais, constat qui a été présenté juste avant, puisqu'on était dans une réorganisation, donc dans un nouvel operating model, ce qui faisait qu'on avait une organisation qui était en attente. Pour reprendre cette dynamique, donc ce qui m'a intéressé, c'était de mesurer avant la réorganisation. Donc la réorganisation est en cours, et donc on a profité du questionnaire pour avoir dans les plans d'action une bonne communication sur notre stratégie. On a fait attention donc à déplacer les bons premiers dominos pour arriver à communiquer correctement sur ce qu'on voulait faire. Et donc l'objectif maintenant, c'est de remesurer à plus grande échelle un peu plus tard, une fois qu'on aura mis ces plans d'action qui sont en cours, qu'on les aura finalisés, pour reprendre une mesure, refaire des plans d'action et reprendre encore une mesure pour voir cette courbe de long terme d'efficacité. Si on veut avoir un bon niveau de productivité, il est, à mon sens, inutile de faire des snapshots et de mesurer l'output. Ce qui nous intéresse, c'est la tendance. Et donc, c'est de reprendre cette tendance, cette dynamique de long terme en amélioration continue, mais de façon systémique. Quand on échangeait pour préparer la présentation, on a commencé à échanger par rapport à un document de Google qui nous avait marqué, enfin, je crois que c'était Saïd qui nous avait envoyé la première perche sur ce document-là, où Google racontait comment ils ont fait beaucoup d'études à des moments pour comprendre qu'est-ce qui faisait que des équipes marchaient pour eux ou d'autres qui marchaient moins bien. Et donc ça, c'est une page qui est issue de leur document How Google Works. Et ils expliquent à quel point pour eux, ça va être important, non pas d'avoir un plan sur lequel se baser, mais d'avoir des bases solides, d'avoir quelque chose sur lequel construire. Et pour moi, c'est ça l'intention de ce qu'on essaie de construire. C'est, comme on parlait en dehors des obédiences, en dehors un peu des frameworks, c'est d'avoir un point d'appui pour se mesurer est-ce qu'on progresse en dehors de ces pratiques. Et voilà, comme le plan est fluide, mais la fondation doit être stable. Et donc c'est d'avoir ça comme manière de suivre notre amélioration continue. Voilà. Donc, dans les différents... ça, c'est plus des enseignements personnels en tant que coach agile que je tire de cette expérience-là pour le moment. L'année dernière, on avait fait une présentation sur les cultures d'organisation à Agile en Scène. Moi, je reste persuadé que voilà, c'est cette différence entre... On parle beaucoup de culture agile, mais parler de culture agile par rapport à une culture organisationnelle, ça peut être parfois un peu violent de présumer, de dire aux gens « devenez agile », alors qu'ils ont leur propre culture d'organisation. Donc c'est plutôt que de l'opposer et dire « vous n'êtes pas des bons élèves de l'agilité », c'est de se poser la question de par rapport à la culture actuelle de l'organisation, qu'est-ce que je veux prendre de l'agilité et en quoi je veux faire évoluer ma culture organisationnelle, plutôt que d'opposer les deux. L'autre aspect, c'est je me suis rendu compte des biais qu'on a automatiquement quand on commence à lancer des rétrospectives dans des équipes ou d'Inspect and Adapt dans Safe. Comme on s'inscrit dans les frameworks, automatiquement les solutions de base auxquelles vont penser vont tendre vers les frameworks. Et du coup, on en a besoin, ça fait partie des premières choses. Moi, quand j'arrive, c'est la première chose que je regarde, c'est est-ce que vous avez les rétrospectives, est-ce que vous avez mis ça en place, c'est mon premier réflexe. Mais en réalité, ça s'inscrit quand même dans certains biais, et avoir quelque chose d'extérieur qui peut permettre de vérifier est-ce qu'on n'est pas en train de devenir puriste pour être puriste, c'est aussi important afin d'éviter ce piège-là. Et mettre l'amélioration continue à l'échelle,
pas l'agilité, ça c'est aussi des convictions personnelles, d'éviter, parfois de tendance à dire on va gérer les dépendances, mais alors qu'on pourrait juste les réduire, c'est de remettre l'intelligence des humains, des individus en fait, qui peuvent eux-mêmes proposer des solutions, qui parfois vont être beaucoup plus impactantes que d'aller regarder dans le détail de tel framework de la solution. C'est parfois le bon sens, ça suffit amplement. J'avais été marqué dans la conférence de Spotify de Rachel Dubois, quand elle racontait son équipe produit, ça me marque à chaque fois, c'est qu'est-ce que c'est que du bon sens en réalité. Mais en fait, on doit lutter contre du bon sens, dans le fait de regarder du quali, du quantit, émettre des hypothèses au début pour les vérifier à la fin. Ça paraît tellement évident quand on le raconte, et qu'est-ce qui fait qu'on ne le vit pas tous dans nos quotidiens en permanence. Et donc c'est de remettre le point de vue de l'humain et de leur permettre de s'exprimer pour qu'ils disent en fait pour eux ça marche ou ça marche pas. Voilà, alors on arrive à la fin de la présentation. Il y a probablement 1 milliard de choses qu'on vous a pas transmis. Elles me viennent là à l'esprit. C'est que en fait notre volonté c'est pas de mettre tout sous indicateur et sous mesure, parce que dans notre processus il y a de la mesure, mais qui engage tout un processus d'idéation et d'alignement entre les différentes couches qui gèrent l'organisation. Ce que j'appelle les différentes couches, c'est la base, le management et la direction. Et ces 3 strates-là, elles ont besoin de s'aligner, parce que si elles ne sont pas alignées, ça dysfonctionne. Donc il y a beaucoup d'ateliers, de retours en arrière, d'échanges individuels et collectifs sur la base du questionnaire pour, 1, faire émerger des idées, 2, s'assurer que c'est les bonnes idées. Là, par exemple, dans le cas de Pluxee, j'ai le souvenir d'un consultant pendant l'atelier qui dit « oui, il n'y a pas d'advisory technique, enfin de structure technique qui permet d'avoir une vision globale du produit et de prendre des décisions. » En fait, si ça existe, il l'ignorait. Donc là, c'était un signal patent qu'il y avait un problème de clarté de l'organisation et de compréhension des rôles. Donc là, ça, on ne pouvait pas nous le détecter si on n'allait pas challenger l'idée avec la hiérarchie et avec le reste du monde. Donc c'est quelque chose que vous faites. Nous, on essaye de le mettre dans des processus de manière à ce que si on déroule correctement le processus, il y a finalement de la captation de données qui se fait en live avec déjà de l'intelligence collective à ce moment-là, hein, puisque tout le monde, toute l'équipe est dans la salle et ils peuvent questionner tel axe pour bien le comprendre, etc. et noter. Et si les notes ont trop d'écart type, on fait un peu comme du poker planning, on réexplique, machin, etc. de manière à réduire l'écart type pour avoir une note qui soit fiable dans l'équipe correspondante. Vous voyez, donc déjà c'est à ce moment-là. Et ensuite, il y a les étapes d'idéation, d'alignement, etc. Donc, on ne vous a pas détaillé tout le processus, mais il est très complexe. Voilà. Pour nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment le début de l'histoire. Comme j'aime à le dire, je pense qu'on a autant de travail devant nous. On sent qu'on tire quelque chose qui est intéressant, qui s'équilibre entre de la mesure et de l'intelligence collective, quelque chose qui sort des obédiences, quelque chose qui permet effectivement de redérouler le questionnaire à maille régulière et puis de capter des signaux faibles en se disant « tiens, c'est bizarre, on s'est dégradé sur l'intelligence collective, qu'est-ce qui se passe ?» et de regarder ça. Et finalement, de créer ce que je vous disais au début, c'est-à-dire des gens dont la fonction, c'est au niveau direction générale, de dire voilà, cette espèce de gros paquet là, dans lequel il y a des humains, des processus et de l'IT là, que j'appelle le système, bah là, il a l'air de dévier un peu dans le bon sens ou dans le mauvais sens et d'essayer d'analyser, de comprendre pourquoi il y a cette variation et du coup de mettre la chose voilà, sous amélioration continue. Donc on a, à mon avis, encore 12 à 18 mois de travail à minima parce qu'on a même une roadmap qui nous emmène dans 2 ans. Puisqu'on se dit qu'à un moment donné, on aura de manière anonymisée dans notre base tout un tas de data sur des configurations d'entreprises où on va revoir des patterns arrivés qui correspondent à des entreprises d'une certaine taille ou d'un certain secteur. Tout ça, c'est de la data intelligence, mais il faut qu'on ait du volume dans la base. Et du coup, ça arrive à ma conclusion. Si vous avez envie de tester l'approche dans vos équipes, bah, venez nous voir parce que nous, c'est de la data. Et la data, c'est super important. On a appris incroyablement grâce à Saïd. On a appris sur le processus, sur les axes, sur l'échelle de maturité. Voilà, c'est d'une richesse incroyable. Et donc, chaque expérimentation nous permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Donc, évidemment, c'est des déroulés qui se font en mode partenariat, donc qui ne sont pas vendus le prix de McKinsey, juste un peu moins cher, donc je plaisante. Évidemment, c'est d'open source et c'est en collaboration et en partenariat, donc il n'y a pas de coût associé. Voilà, donc si vous avez, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand directement pour dire ben, moi je veux bien le faire à l'échelle de mon équipe. Et voilà, et le monsieur me dit 10 minutes, donc c'est, je pense, l'espace
qui doit rester pour des questions si vous en avez, en vous remerciant de votre attention et en remerciant encore une fois Saïd, à la fois de sa présence et puis de... Alors. Ouais, tu vas dire. Bonjour, merci pour la présentation. Donc Florence, je suis coach agile et je suis assez convaincue comme vous qu'il faut viser une approche d'amélioration continue plutôt que des ruptures comme ça de transformation. J'avais donc une question par rapport à votre expérimentation. Est-ce que vous avez imaginé faire passer ce questionnaire à l'écosystème et pas simplement aux équipes? Pourquoi pas les RH, pourquoi pas les managers, pourquoi pas en fait, puisque c'est une approche systémique, pourquoi pas l'environnement des équipes elles-mêmes? Alors, en fait, c'est ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on n'a pas été très détaillé, mais c'est ce qui se passe en fait, parce que donc notre maille d'analyse, c'est l'équipe. Notre maille d'analyse, c'est l'équipe. En revanche, c'est l'individu qui répond de manière anonyme. Et l'individu y répond en fonction de son interaction globale. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Je suis à la DSI, on est agile, mais le métier n'est pas du tout agile, c'est l'enfer de travailler avec eux. Donc sur l'axe intelligence collective, s'il se limite à son équipe, il va mettre une super note. En revanche, s'il juge dans son expérience de collaboration dans l'entièreté du système, il va mettre une note plus basse parce qu'il va se rendre compte de ça. Donc nous, on fonctionne par équipe, donc ça veut dire qu'on peut prendre les RH, on peut prendre n'importe quelle structure. Le découpage de l'organisation se fait avec le dirigeant, c'est là où on découpe, et c'est là où on voit avec lui quel prisme il veut avoir, enfin quel niveau de granularité, d'agrégat il veut avoir. C'est surtout ça la vraie question. Mais ça englobe tout l'écosystème, effectivement, parce que les processus opérationnels traversent l'ensemble de l'écosystème. Et c'est bien une problématique qu'on a de changer à un moment donné de passage à l'agile à un endroit, puis à côté, ça ne passe pas. Du coup, on a un effet de la transformation agile qui est à 30 ou 40%, au lieu d'être à 80% si on embarque tout le monde. Donc voilà, la grille, c'est les équipes. Donc là, on a bien une note qui sort par équipe, mais l'individu, lui, jauge ce qui se passe dans son équipe et ce qui se passe avec son écosystème à côté. Voilà. Donc c'est une manière d'intégrer l'entièreté de l'écosystème. Et après, on quadrille pour faire des paquets pour couvrir tout, en fait. Opérationnel, IT, support, l'entièreté des... Si le CODIR se constitue comme une équipe, on va le noter. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir, ça je l'ai fait... toute petite retour d'expérience, mais en fait, on s'aperçoit que l'intelligence collective, la note est beaucoup plus haute dans le CODIR qu'en bas, parce qu'en fait, eux réfléchissent collectivement, mais en bas, ils ne leur demandent pas de réfléchir collectivement, ils leur demandent d'exécuter. Donc, on voit un différentiel qui est intéressant. Il y a un dirigeant qui le voit, il comprend ça. Voyez, et puis, intelligence collective va comprendre. Poker planning, il va falloir lui expliquer. Voilà. Intelligence collective, il comprend. Ça répond ? Si je peux ajouter juste un tout petit point, c'est que si je prends le cas de Ploxy, on part de l'objectif. L'objectif, ça a été d'expérimenter. Et la prochaine étape, c'est un objectif de focus sur les équipes tech, product, pour une meilleure productivité dans le sens de performance, bien-être, tous les axes qui font qu'on est mieux au travail. Mais je suis d'accord, on peut l'étendre à d'autres équipes, tout dépend de l'objectif. Puisqu'on est en amélioration continue, on va quand même mesurer à la fin si ça a un impact. Dans le processus, je vous rajoute juste ça, dans le processus, en fait, quand on fait les ateliers d'idéation, on travaille sur chacun des axes. En tout cas, on va essayer de travailler sur chacun des axes. C'est-à-dire de ne pas se limiter à de quoi les gens ont envie de parler, mais de prendre l'entièreté des axes et de se dire sur chacun des axes, de demander aux équipes de proposer des améliorations. Donc déjà, ça va couvrir l'entièreté du sujet. J'avais une question là et une autre là. Pardon. Après côté. Ouais. Ouais. Bonjour, Guillaume, je travaille au groupe Renault dans une équipe de transformation. Merci pour la présentation. Je voudrais revenir sur l'engagement. La difficulté avec l'amélioration continue, c'est de la garder dans le temps. Et on a des chiffres en interne, on va dire quand on regarde sur les 10 années passées, 70% de tentatives de faire l'amélioration continue ont échoué. Et l'un des gros problèmes, c'est justement de passer le premier questionnaire, passer le premier plan d'action. Plus ça avance, plus c'est difficile. Et je voulais savoir si vous pouvez nous partager un petit peu des suggestions, comment garder un petit peu cet engagement tout au long du temps pour que cette initiative ne dépasse le premier questionnaire. Alors, il y a deux tips que je peux vous partager.
Le premier, il est tout bête. J'ai commencé par vous dire, le sujet du système, c'est un sujet de direction générale et c'est un sujet stratégique, parce que c'est un énorme levier. Donc, à partir du moment où vous mettez ce truc-là sous loupe de la direction générale, la pression et la tension, elle est maintenue. Donc ça, c'est une première... si vous savez que tous les mois ou tous les trimestres, au niveau du comité de direction, ils regardent l'organisation, les signaux faibles, etc., tout le monde va être concerné par ça. Hein. Je pourrais vous rappeler Essilor, qui il y a une vingtaine d'années, a voulu basculer sur l'innovation. Le DG, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a tout simplement mis des indicateurs de rémunération basés sur l'innovation. Je peux vous dire qu'instantanément, la structure a pivoté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une affaire de finalité. Quand on fait de l'amélioration continue, on fait de l'amélioration continue pour gagner de la productivité. Mais en réalité, l'approche que nous, on prône, c'est de dire qu'il faut gagner de la productivité, mais aussi améliorer la vie des humains. Donc c'est une affaire de finalité. C'est les deux, en fait. Et si on se focus que sur le sujet de l'efficacité opérationnelle pour l'organisation, bah, c'est peu motivant pour l'individu parce qu'il n'a pas grand-chose à y gagner. D'accord? Une fois, j'avais comme ça un responsable de transfo d'une grande banque qui me disait « ça ne marche pas ». Je lui dis bah, « expliquez-moi pourquoi vous avez fait la transfo ». La transfo était uniquement drivée par des intérêts économiques. La place du collaborateur là-dedans, elle était nulle part. Je lui dis bah, si je vous demande d'aller à Marseille demain, toute votre famille est là, vous avez envie de non, bah, c'est ce que vous êtes en train de leur demander. Quoi. En fait, aucun intérêt pour eux. Quoi. Alors après, vous payez des armées de consultants pour essayer d'aller secouer le truc et de trouver des avantages, mais en réalité, le verre est dans le fruit. Parce que vous n'avez pas pris ça en perspective de départ. Ce que les designers font. Les designers sont toujours dans une perspective d'améliorer la vie de l'humain et de gagner de la productivité. Mais c'est dans ce sens-là. Donc les deux types, c'est ça. Pardon. Un tout petit type, c'est que dans les points de mesure, on va retrouver les mêmes points de mesure, quelles que soient les organisations. Par contre, dans les plans d'action, ça dépend beaucoup, je dirais, des métiers. On ne va pas avoir le même plan d'action sur des populations de développeurs. Maintenant, c'est la mode, on parle d'expérience des développeurs par rapport aux produits ou d'autres. Donc, il y a dans les plans d'action, je dirais, dans l'amélioration continue, quelque chose qui va être vraiment au sein des équipes, qui est un peu dédié. Ouais, c'est des rituels dédiés, puis des rituels qui amènent de la valeur aux collaborateurs, donc ils ont envie d'y aller, quoi. Je crois qu'il y avait des questions. Ah, super. Bonjour, Clotilde Mounou, je travaille chez Cardiff, je suis coach agile. Juste un petit retour d'expérience. Le groupe BNP Paribas a un système de notation un peu similaire. Et on avait aussi des problèmes de notation 1 à 10 de la même façon, avec des écarts types, on se grattait la tête avec ça. Et en fait, ils ont sorti un truc qui marche plutôt pas mal. On a pareil des axes comme ici, mais sur chaque axe, plutôt que d'avoir une grille de notation. C'est je suis d'accord, un peu d'accord, pas du tout d'accord, c'est ça? Non. En fait, c'est la même question. Les axes, la façon de le rédiger, puisque j'ai répondu à votre questionnaire, il y a une intention derrière, ça raconte une histoire. Et ben, c'est la même chose en fait. Plutôt que de leur demander des notes, on leur raconte l'histoire selon 4 niveaux de maturité différents. Et ça permet comme ça de dire bon bah oui, je suis plutôt là ou je suis plutôt là. Ouais. Et je vois en fait, et ça raconte l'histoire aussi de la progression. C'est-à-dire quand on regarde le 4e niveau, ah ouais, je suis loin en fait. Alors en fait, merci de ce retour parce que sur les textes, le wording et la saisie du questionnaire, on est encore en recherche et en expérimentation. On a fait un truc qui ressemble à ça au début et on s'est rendu compte que ça enfermait dans une certaine direction. Voilà, mais c'est très très ouvert encore. Voilà, encore question. Ah bon, bah après. Merci beaucoup pour votre attention et vos questions.